Alors, c'est en train de se lancer. Je crois que c'est moi là. Alors, ouais, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Je sais pas s'il y aura des retours là immédiats, mais Peut-être dans la conversation, ouais, si vous voulez nous dire. je pense que normalement c'est bon. Euh, Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc, sur ce webinar sur l'IA de confiance. Comment lancer et assurer sa transition réglementaire. Donc, on est bien là pour parler de l'IA Act, qui a été adopté le 12 juillet 2024 et qui a une adoption progressive sur 2 ans. Mathieu, tu veux peut-être compléter? Ouais, ben, on va vous parler de ça et on va vous en parler de manière assez concrète. On va vous présenter différentes méthodologies pour se mettre en conformité. Et la particularité aussi de l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est deux structures, on représente deux structures distinctes, hein, une société de conseil et un cabinet d'avocats. Et donc, l'objectif aussi de ce travail en commun, hein, c'est de pouvoir adresser ces enjeux de manière vraiment 360 avec des compétences complémentaires. Alors, peut-être que je vais me présenter et Sacha aussi se présentera. Donc, moi, je suis Mathieu Quignou, donc je suis la partie avocat, hein. Donc, je suis avocat au barreau de Paris, hein, d'un cabinet qui s'appelle GNA Partners, que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Et je travaille sur les questions d'IA depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années. Et je suis expert, par exemple, pour le Conseil de l'Europe sur les questions d'IA, aussi pour l'UNESCO sur les questions d'IA. Et je suis aussi enseignant-chercheur dans un laboratoire d'informatique. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions et tout particulièrement aux questions de jonction entre la propriété intellectuelle et l'IA, et par ailleurs les droits fondamentaux et l'IA. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Bah, moi, je m'appelle Sacha Ivasilevitch, donc je suis manager chez Axis Consultant et je suis notamment en charge de l'offre sur l'IA éthique et conforme, donc liée notamment à l'IA Act. Et c'est dans ce contexte que nous collaborons avec Mathieu sur toutes ces questions et auprès de nos clients. Voilà. Bah, écoutez, encore une fois, très heureux de vous avoir parmi nous. Je vais présenter très rapidement du coup mon cabinet, donc Axis Consultant, donc, qui est un cabinet de conseil en transformation durable. Donc on a plus que 35 ans d'expérience, même 37 je pense. 38 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 collaborateurs. Donc, on vous a mis quelques références ici. Voilà, c'est pas exhaustif, hein, donc, voilà, on a Air France, SNCF, La Poste. On commence à avoir quelques missions d'IA, donc avec Mathieu et sur beaucoup d'acculturation et sur l'IA Act, comme on vous a expliqué, dont les obligations arrivent progressivement. On a participé également à l'AI Summit. Voilà, on a eu un événement avec HEC là-dessus. Voilà. Sinon, nos domaines d'expertise sont assez variés. Donc voilà, on fait de l'achat, logistique, finance et performance, du marketing digital, de la data, du change, project management et tout ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Quignou, donc pour que vous présentiez donc votre cabinet. Merci. Oui, donc bah, rapidement aussi, hein, donc on est un cabinet de niche, hein, avec 6 associés et on est 12 avocats dans cette structure. Moi, je m'occupe du pôle IP-IT. Notre cabinet est spécialisé sur deux champs, hein, la blockchain et l'IA. Donc on a une approche sectorielle tech et on a à peu près tous les champs de compétences juridiques, hein. Il y a du droit des sociétés, du droit financier, du droit de la fiscalité, du droit du travail et du contentieux. Et pour ma part, je m'occupe de propriété intellectuelle et droit des données. Voilà, et donc on accompagne diverses entreprises, hein, de la grosse entreprise classique à la boîte tech. On travaille beaucoup avec des prestataires de services sur actifs numériques. Et en matière d'IA, on travaille notamment pour des modèles d'IA, des intégrateurs et aussi des startups qui font en fait du fine-tuning de modèles
Et à côté de ça aussi des grands groupes qui, eux, cherchent à structurer en fait leur charte éthique et leur cadre interne de gestion en fait de l'IA lorsqu'ils implémentent des solutions tierces ou qu'ils en développent en interne pour leurs besoins propres. Voilà un peu ce qu'on fait. Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, donc le webinaire d'aujourd'hui, donc voici l'agenda qu'on a conçu pour vous. Tout d'abord, on vous fera un partage du cadre réglementaire. Donc, quand on dit cadre réglementaire, c'est ce qui se fait actuellement, mais ce qui s'est fait dans le passé et ce qui perdure aujourd'hui, ainsi que tout ce qui peut concerner des recommandations ou des principes, des guidelines, on va dire, éthiques d'institutions internationales, des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Et enfin, on passera à des questions-réponses, voilà, de manière informelle. Vous pouvez écrire dans la rubrique questions-réponses du webinaire que vous êtes en train de suivre. Alors, donc, pour ce qui est de la réglementation préexistante, on a pris le parti de parler d'une réglementation qui est encore en vigueur, donc qui est adoptée depuis 2018. Ça paraît important parce qu'elle s'occupe directement des données, qui est, on va dire, la matière première en fait des IA qui sont traitées. Et donc voilà, c'était important d'en parler. C'est aussi une réglementation qui est de l'Union européenne, en fait, qui cherche en fait à protéger les données personnelles des individus au sein de l'Union européenne, indépendamment du lieu où elles sont traitées. Donc, ça veut dire que si une institution traite les données d'un individu au sein de l'Union européenne, hors de l'Union européenne, eh ben, la RGPD va s'appliquer. Il s'agit de. D'ailleurs, Mathieu, n'hésite pas à Ouais. intervenir. C'est plus d'ailleurs ton domaine de Ouais, bah, si spécialité. tu veux, Donc, je me charge de ça. Alors, comme j'ai pas trop la main sur les slides, c'est un peu oui, délicat, oui. mais Alors, donc juste oui, pour information, il y a juste une slide là-dessus, et puis après, on ok. passera à autre chose. Oui, donc effectivement, RGPD, donc on est sur une logique assez voisine de droit européen, de mise en conformité, et donc on va retrouver quelques enjeux qui sont proches, hein, et des sujets qui sont liés. On a par exemple la question des données biométriques, hein. Souvent, dans le règlement IA, dès que ça relève de données biométriques, on est soit dans le domaine des IA interdites, soit dans le domaine des IA au risque. Par ailleurs, en matière d'entraînement des IA, on a beaucoup de questions aussi liées aux données personnelles, hein, que ce soit le droit sur la voix, le droit sur l'image. Et donc, il faut savoir aussi s'assurer que les modèles sont anonymisés au niveau des données personnelles pour pas qu'en sortie, en fait, hein, il y ait des problèmes particuliers. Alors, effectivement, il y a de fortes chances aussi que ce soit la même autorité hein, qui soit en charge à la fois des données personnelles et des enjeux d'IA. Et on est dans les deux cas sur une approche par les risques, hein, que ce soit dans le RGPD ou dans le règlement IA. Mais très clairement, hein, c'est vraiment on peut pas couper un regard en fait sur le droit des données personnelles, pas plus qu'on peut couper un regard sur la propriété intellectuelle quand on traite en fait d'IA et de réglementation. Exactement. Exactement. Donc merci beaucoup pour ce point sur la RGPD. Donc voilà, ça existe depuis 2018 et donc ça introduit déjà en fait des notions telles que la minimisation des données, par exemple, nécessaires, collectées et traitées. Donc collecter, traiter le moins de données possible sur les individus pour aboutir à l'objectif du programme, de l'algorithme qui est conçu en fait pour le public. Donc c'est largement, c'est des notions qui sont largement présentes aussi dans l'IA Act. C'est pour ça qu'en fait, suivre en fait l'histoire des recommandations et des réglementations de l'Union européenne est quelque chose de tout à fait structurant et qui mérite d'être regardé pour, pour, euh, pour, euh, pour préfigurer en fait l'avenir des réglementations européennes. Euh, alors, dans cette même logique, on avait déjà donc des principes fondamentaux. Donc, on a les principes fondamentaux de l'OCDE en 2019 et 10 recommandations de l'UNESCO 2021. On peut voir que entre ces principes et ces recommandations, on a pas mal de recoupements. Donc,
pour les principes de l'OCDE, on a la croissance inclusive, le développement durable et le bien-être, le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. D'ailleurs, Mathieu, il me semble que dans tes missions sur ce sujet d'IA conforme, il y a aussi cette dimension-là, des fundamental rights, les fameuses. En 2019, donc le CDE nous faisait aussi part de la nécessité d'avoir des systèmes transparents et explicables qui est à nouveau, j'insiste, des domaines qui sont largement repris en fait dans l'IA éthique. Pareil pour ce qui est pour le fait d'avoir des systèmes d'IA robustes, sécures et sûrs, c'est-à-dire sécures en termes de gouvernance de la donnée, sûrs pour les utilisateurs et robustes au regard de leur, je dirais, de leur imperméabilité et de leur fonctionnement pérenne malgré toute attaque ou surcharge. Ce qui sont deux choses assez proches. Ensuite, sur les recommandations de l'UNESCO, donc vous voyez hein, que ça se recoupe pas mal. Hein. On a le respect, protection et promotion des droits de l'homme et de la dignité, hein, qu'on peut lier au respect des droits de l'homme pour l'OCDE, inclusion et équité. Donc là, on a vraiment des choses qui sont proches effectivement de l'IAC, qui sont même directement reprises dedans. Diversité, équilibre, transparence et explicabilité, etc., etc. Est-ce que, alors oui, comme c'est l'UNESCO, effectivement, on a des notions un peu supplémentaires du type promotion de la paix, voilà, des choses comme ça. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose Ouais, peut-être. Bah, sur l'UNESCO, ce qui est intéressant aussi à relever, c'est que ça, bon, l'OCDE, hein, c'est leur définition hein, qui a été vraiment retenue comme élément essentiel de leur contribution aux travaux internationaux sur l'IA. Et l'UNESCO, ils ont travaillé, eux, sur une opérationnalisation de leurs recommandations, qui est assez bien fait et qui permet déjà d'avoir un peu une grille de la manière dont on peut implémenter, même en interne, hein, que ce soit en tant qu'institution publique ou en tant que quantité privée, un système d'IA en faisant une sorte d'audit. Donc, ils ont en fait posé les bases des premiers audits éthiques en matière d'IA avec aussi les travaux en parallèle de la CEPEJ du Conseil de l'Europe. Mais c'est un peu les deux premières institutions à avoir fait un vrai travail aussi on va dire, de cadrage de questions d'audit en matière d'IA éthique. hmm. Ce que tu évoques, Mathieu, c'est bien les 7 principes éthiques, c'est ça, les ethical guidelines. C'est l'assessment tool de l'UNESCO. Ils ont un outil d'évaluation en fait des IA qui est conçu hein, comme une logique un peu d'auto-évaluation pour les entités qui implémentent en fait de l'IA. Voilà. Et Très ça, bien. là aussi, hein, 2-3 ans, hein, ce type de... Ok. En tout cas, donc oui, la transition que j'essayais de faire était vers justement les 7 exigences clés pour une IA digne de confiance de la Commission européenne. Donc ça date d'avril 2019 et c'est un comité d'experts donc, qui a rendu cet avis. Et en fait, j'ai fait une slide entière pour ça parce que c'est le cadre qui a servi directement de base pour l'IA Act. Donc une nouvelle fois, vous voyez qu'on a à chaque fois des principes, puis une réglementation qui arrive après. Donc c'est encore une fois très intéressant de suivre ces recommandations pour tout ce qui est données et système d'IA pour savoir de quoi vont être faits les règles à venir. Et donc là, sans surprise, on retrouve des notions très voisines de ce qu'on vient de voir sur le CDE et l'UNESCO, donc supervision et gouvernance. Donc les systèmes d'IA doivent permettre aux humains de prendre des décisions éclairées avec des mécanismes de surveillance appropriés. Donc ça veut dire avoir les bons registres qui permettent de suivre l'utilisation des données, euh, les bonnes instances en fait, de gouvernance au sein des organisations pour les suivre, légiférer, arrêter les systèmes, voire même s'ils sont en adéquation avec d'autres lois, parce que là on parle d'IA, de RGPD, mais on a parlé de droits fondamentaux tout à l'heure.
robustesse et sécurité. Là aussi, hein, Mathieu, tu n'hésites pas à m'interrompre, hein, bien sûr. Respect, vie privée, qualité, gouvernance des données, transparence. Donc, les systèmes d'IA doivent être transparents, explicables. Il faut pouvoir expliquer d'où viennent les décisions, d'où viennent les résultats des IA. Et d'ailleurs, pour les organisations, c'est un sujet important parce que ça doit permettre de guider entre avoir une IA très sophistiquée mais très peu explicable ou peut-être plus explicable, plus transparente, donc plus facile à cadrer juridiquement, euh, mais moins sophistiquée. Voilà, n'hésitez pas, hein, si ce que je dis n'est pas clair. Euh, euh, voilà donc tous les principes. Est-ce que Mathieu, tu as quelque chose à ajouter sur celle-ci? Non? Bon, peut-être pas plus que ça. Je pense qu'on peut passer peut-être à la slide suivante, mais effectivement, hein, on voit que toutes les institutions internationales sont positionnées sur ça. Et ces guidelines de 2019, c'était un peu la première étape pour la Commission européenne, en fait, hein, dans le processus de régulation tel qu'on le connaît autour de l'IA Act. Alors, il y avait des travaux en parallèle hein, sur la responsabilité liée à l'IA qui ont été un peu mis de côté et qui ont commencé même avant. Mais en matière d'éthique, c'est vraiment ces travaux-là qui ont été un peu la première pierre en fait hein, du règlement IA tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hmm. Alors, On peut voilà. peut-être voilà, parler de l'IA Act, hein, du règlement IA. Hein. Donc ça, c'est le texte un peu clé hein, qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui est une approche par les risques. Hein. Donc, on va retrouver des IA donc interdites hein, dans des domaines très particuliers. Hein. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu ce règlement IA, c'est pour éviter en fait d'avoir des IA, par exemple avec un système de crédit social, comme on a pu le voir en Chine, ou des IA dans le domaine judiciaire qui permettrait par exemple d'identifier et d'attribuer des scores avec des risques de récidive, comme on le voit aux États-Unis avec le système Compass. Donc c'est d'abord les IA interdites. Donc ça c'est un premier point. Hein. Ensuite, on va retrouver une catégorisation en fonction d'un risque plus ou moins acceptable. Donc, on a les IA au risque. Donc pour celle-là, on va avoir quand même des niveaux de conformité assez importants, des obligations aussi pour les fournisseurs, donc ceux qui créent les modèles, enfin qui créent les IA, d'enregistrer en fait ces IA sur un registre européen et aussi de mettre en place toute une logique de conformité avec un marquage CE voilà, notamment, et de mettre en place aussi une analyse d'impact sur les droits fondamentaux, un peu dans la même logique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. On est sur cette approche-là. Ça fait penser un petit peu, puisqu'on parlait tout à l'heure d'RGPD. Vous connaissez certainement les DPIA, hein, donc les analyses d'impact en matière de données personnelles. Le FRIA, donc Fundamental Right Impact Assessment, c'est à peu près la même chose, mais avec plus d'entrées. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à la vie privée hein, comme droit fondamental, on touche à tous les droits fondamentaux qui seraient susceptibles en fait d'être concernés dans un contexte spécifique. Donc on va retrouver selon le domaine, par exemple la liberté d'expression. Dans d'autres champs, par exemple, si on est dans le judiciaire, on va avoir la question, par exemple, du procès équitable. Donc, ça va être assez variable en fonction du secteur et du cas d'usage. Et ensuite, on a les IA donc à faible risque. Donc, pour celles-là, on est plutôt sur des approches assez facultatives, notamment avec des codes de conduite. Voilà. Et donc, ce qu'a fait aussi la Commission européenne et plus globalement les institutions européennes pour tenir compte aussi de l'apparition en fait de l'IA générative, c'est qu'ils l'ont introduite un petit peu en fin de cycle hein, dans leur approche. Initialement, c'était pas prévu parce que bon, c'était un usage qui était encore un peu marginal et ils l'ont intégré de manière un peu approximative. Hein, et c'est la raison pour laquelle donc l'IA générative aujourd'hui donne lieu à un code of practice, donc qui est en ce moment on va dire finalisé
au niveau du bureau IA et de groupes d'experts pour s'assurer finalement que il n'y a pas de que par exemple en matière de propriété intellectuelle, des garanties suffisantes sont accordées, aussi pour définir ce qu'est une IA à risque systémique. Ça, c'est un critère aussi tout à fait essentiel. Parce que donc les IA à risque systémique, là aussi, doivent atteindre un niveau de conformité bien plus important. Elles sont soumises à des règles bien plus strictes. Aujourd'hui, la seule IA qui est présumée à risque systémique, c'est ChatGPT, en raison du nombre de flops, donc en raison de sa puissance de calcul. Et le bureau IA se réserve la possibilité de définir d'autres critères, et la commission aussi peut décider unilatéralement en fait de considérer que une IA est à risque systémique. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on se retrouve vraiment dans une situation où, en matière d'implémentation ou d'importation dans l'UE, c'est particulièrement délicat et complexe. Voilà. Et par ailleurs, donc, il y a des sanctions en cas de non-respect des règles du règlement IA qui peuvent aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial ou 35 millions d'euros. Voilà, donc ce règlement IA, c'est un texte qui va entrer progressivement en vigueur. Avec aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment sur la phase où il faut s'intéresser aux IA au risque et aux IA génératives pour, en tant que déployeur, fournisseur. Et alors, sachant que le déployeur, ça peut être vraiment une entité, soit qui propose de l'IA, par exemple, à ses clients, même si c'est pas elle qui a conçu, par exemple, le modèle. Donc, ça couvre quand même un certain nombre d'acteurs. Voilà. Typiquement, une SS2I ou une structure qui s'appuierait sur des modèles préexistants pour proposer une plateforme qui utilise l'IA et déployeur. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être passer à la slide suivante pour enchaîner. Voilà, voilà, juste pour repréciser, hein, vous avez bien compris, donc fournisseur d'IA, donc on va dire c'est l'éditeur de logiciel, l'éditeur qui vous vend la solution, et le déployeur, c'est celui qui l'utilise, c'est l'entreprise qui l'utilise. Et donc l'IA Act s'applique en fait que vous soyez fournisseur ou déployeur tant que vous fournissez ou déployez un système IA en Union européenne. Donc, comme vient de le dire Mathieu, la portée du texte est quand même assez large. Voilà. Et beaucoup d'entreprises ne sont parfois pas conscientes qu'elles sont déployeurs, il me semble. Voilà. Absolument. Puisque les IA sont dans les systèmes depuis déjà très très longtemps. Alors, on y vient. Les impacts et les défis en matière de mise en conformité. Alors, les défis sont d'ordre, bien sûr, juridique et réglementaire. Donc, il y a les exigences, en fait, peuvent être ambiguës de par ce qui est écrit et de par, je dirais, les exigences de publication qu'il peut y avoir, dont Mathieu a parlé tout à l'heure, mais également la classification dans une des quatre catégories qu'on vient de voir peut être parfois un peu malaisée. Si on avait demandé à Cambridge Analytica à l'époque, pré-Brexit, dans quelle catégorie la placer, certains vous auraient dit bah, c'est tout simplement, ça fait on va dire, de la publicité ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on vous dirait tout de suite, après coup, eh bien non, ça agit de manière subliminale sur le comportement des gens et ça induit des comportements, donc c'est un risque inacceptable. Voilà. Donc la difficulté est à ce niveau-là. Et donc de première ordre, donc, classification des risques, harmonisation avec d'autres réglementations. Est-ce que l'éthique, est-ce que la conformité, c'est d'être conforme à l'IA Act? Est-ce que je dois être conforme à ma déontologie sectorielle, à mes règles sectorielles? Est-ce que je prends celle qui est la plus exigeante entre les deux? Voilà, toutes ces questions-là, puisque le texte arrive comme ça pour légiférer sur les IA, mais il peut paraître parfois peut-être un peu généraliste pour le moment. Euh, et puis, bien sûr, les incertitudes d'application. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose à ce...
Oh, sur sur ce les point-là, défis? peut-être pas, non. D'accord. Après, je peux peut-être parler de ça, si tu veux, sur la question de transparence des algorithmes. Effectivement, Tout à c'est un fait. point clé parce que, et on se pose justement la question, je vous parlais du code of practice tout à l'heure, la question de la transparence est au centre de ces discussions-là. Parce que, effectivement, il y a quand même des secrets d'affaires, et des secrets de fabrique derrière ces modèles d'IA. Et ils ont été même parfois utilisés en fait pour empêcher, par exemple, l'accès à ces systèmes d'IA, même dans des cas d'utilisation problématiques. Je vous parlais de Compass tout à l'heure, l'IA en matière judiciaire. Il a été question justement d'ouvrir un petit peu ce modèle-là pour voir comment ils décidaient ça. Et ce qu'ont posé les éditeurs de ce système d'IA, c'est le secret de fabrique. Et donc, on n'a pas pu avoir le fin mot de l'histoire sur les poids, sur les paramètres, sur les données d'entraînement. Donc ça, c'est infiniment délicat. Et par ailleurs, il y a un autre point. Donc, sans transparence, effectivement, on ne peut pas avoir vraiment d'explicabilité. Et quand bien même il y aurait une vraie transparence, l'explicabilité reste, somme toute, relative pour les IA génératives. Et donc ça, c'est un point quand même aussi qu'il faut garder en tête. Il y a une différence entre l'explication finalement de la manière dont le modèle a été construit et entraîné et l'explication de l'output. Donc savoir pourquoi tel résultat a été obtenu. Et donc ça, c'est délicat puisque souvent les IA génératives sont des IA qui sont non déterministes. Donc là où, par exemple, il faudrait quand même expliciter un raisonnement ou vraiment identifier pourquoi telle proposition a été faite, ne serait-ce que pour savoir s'il n'y a pas un biais idéologique, un biais d'un certain ou un risque de discrimination, il faudrait avoir justement ces éléments-là. Et donc, on va faire cette analyse-là aux différentes étapes aussi de conception de l'IA. Donc, la transparence, c'est vraiment quelque chose qui se conçoit aussi dès le début de la création du modèle. Et justement, dans le Code of Practice et plus globalement dans le règlement IA, sont visées les questions de journalisation. Donc, justement, de tout ce qui est relatif à la mise à jour, à l'évolution des poids, au renforcement du modèle, doit être quand même intégré. Voilà. Et donc même pour les IA, par exemple, qui sont parce que effectivement, il y a aussi une différence entre les IA qui sont open source et gratuites et les autres types d'IA. Pour les secondes, vraisemblablement, donc pour celles qui seront gratuites et open source, les obligations de transparence sont moindres. Néanmoins, elles doivent quand même être transparentes sur les poids et les paramètres du modèle. Voilà. Et ensuite, au niveau des défis économiques, effectivement, il y a un coût à la mise en conformité. Il commence à y avoir des normes techniques aussi qui apparaissent. Donc, la première dans son genre, c'est une norme ISO. Alors, il y en a eu des normes I3E notamment, mais il y a aussi la norme ISO 42001, qui est une norme de management, un peu comme 9001. Et effectivement, il y a des coûts déjà pour obtenir ce type de pour remplir ces exigences-là et pour être labellisé. Et au-delà de ça, il faut aussi travailler sur les modalités organisationnelles et ça complexifie tous les processus d'achat, la construction des cahiers des charges et aussi les développements internes. Bien sûr que ça peut créer des coûts supplémentaires, néanmoins, ça devient quand même quelque chose d'assez essentiel et aussi assez essentiel dans le rapport aux salariés, parce qu'on s'aperçoit qu'un des enjeux clés c'est aussi de rassurer les salariés sur l'usage qui est fait de l'IA et en faire de vraies parties prenantes, même par rapport au savoir-faire que eux utiliseraient, qui serait en partie automatisé en fait à travers les IA. Donc les discussions en interne autour de ça sont vraiment structurelles. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Enfin, l'idée, voilà, c'est effectivement ça et l'idée de ne pas avoir à défaire plus tard ce qu'on fait aujourd'hui, dans le cadre de cette transition, vers l'IA. Donc je dis vraiment transition vers l'IA dans le sens, faire aboutir à des processus qui intègrent de l'IA. Eh bien, vous devez, embarquer de la conformité de manière à ne pas avoir à défaire ce que vous avez, fait. Sachant que beaucoup de fournisseurs, la loi, arrivant, comme ça, beaucoup de fournisseurs, par exemple étrangers, ne seront pas forcément, n'auront pas forcément cette conformité embarquée. Donc, c'est quelque chose, à bien cadrer tout au long du processus et comme le dit Mathieu, c'est quelque chose
qui va vraiment impacter vos cahiers des charges. Donc cette dimension est effectivement éthique et conforme, enfin en tout cas conforme au moins et éthique peut-être. Euh, voilà. Donc le coût est important, mais il pourrait être encore plus lourd si certaines omissions étaient faites au passage. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux que je passe, Mathieu, Ouais, ou ouais, passe, je on pense que peut c'est bon. voir. Ouais, alors Bah, ça, je peux peut-être en écoute, parler. C'est un outil que je connais bien parce que j'ai travaillé en fait depuis quelques années pour cette institution sur ces questions d'IA, pour l'opérationnalisation en fait de la charte qu'ils ont conçue en 2018. C'est une charte donc qui vise vraiment un secteur spécifique, hein. C'est le secteur de la justice et du judiciaire et qui s'adresse essentiellement au secteur public, c'est-à-dire plus aux magistrats, aux greffes, que aux avocats, aux notaires ou autres, hein. Et donc, parmi les principes qui ont été établis, on retrouve le principe de respect des droits fondamentaux, le principe de non-discrimination, qui est vraiment tout à fait essentiel aussi dans ce champ, le principe de qualité et de sécurité, qui est plutôt un principe qu'on va retrouver dans les normes techniques, hein, le principe de transparence, impartialité et d'équité, et le principe de contrôle par l'utilisateur. Et donc, cette charte éthique, donc moi j'ai travaillé sur son opérationnalisation, on peut peut-être passer à la slide suivante, parce que les principes comme ça, et déjà, bon, là on voit les 5 principes, mais ils étaient aussi tout à fait détaillés hein, dans cette charte. Et j'ai travaillé justement sur les modalités de certification, puis sur les modalités d'auto-évaluation pour les juridictions en matière de charte éthique. On peut peut-être passer à la slide suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc l'enjeu hein, de ce type d'opérationnalisation, hein, qu'on retrouve aussi soit dans les approches de chartes IA sectorielles, soit dans les chartes d'entreprise ou d'organisation, c'est celui déjà de bien identifier les risques clés dans son secteur pour l'utilisation de l'IA. Donc là, les risques qu'on souhaitait couvrir hein, à travers cette charte éthique et son opérationnalisation, c'est les risques vraiment liés au judiciaire. Par exemple, on va retrouver un risque de profilage des juges ou de forum shopping. On va retrouver, par exemple, un risque d'avantage déloyal pour l'une des parties au procès. Euh, on va avoir la question aussi de risque de déresponsabilisation et de limitation de la responsabilité du juge par l'utilisation d'IA non explicable. Donc voilà, différents risques comme ça qui sont assez spécifiques, mais dont on voit bien en fait le risque qui se produisent dans le contexte judiciaire. Et donc, dans ce cadre, on a rédigé donc, un certain nombre de questions et pour que les personnes en charge soit d'acheter des licences de systèmes d'IA, soit dans le groupe de travail qui crée en fait hein, des systèmes d'IA en interne dans les juridictions, puissent se poser les bonnes questions en amont et tout au long en fait de la production de leur système d'IA. Donc là, vous avez quelques exemples hein, de questionnaires. On a par exemple le système d'IA est-il susceptible de permettre ou faciliter le profilage des juges et ou des tribunaux? Dans l'affirmative, quelles sont les mesures d'atténuation ou de gestion des risques envisagées? Anonymisation des données relatives à un juge, anonymisation des données relatives à une juridiction, etc. Et donc, ça, c'est un point très important, cet aspect d'atténuation des risques. On a parlé de la transparence, on a parlé de l'explicabilité, on a parlé des risques. Et vraiment, le point essentiel, quand on met en place vraiment une stratégie de conformité pour l'IA hein, ou dans d'autres secteurs, hein, c'est d'avoir vraiment une approche sur l'atténuation des risques. On va pouvoir expliquer finalement aussi aux régulateurs qu'on a mis en place tout un dispositif pour limiter ces risques, à travers de l'anonymisation, à travers de la sécurisation, à travers différents points qui peuvent permettre de dire que le risque qui était inacceptable devient acceptable et maîtrisé. Et que s'il y a une fuite, s'il y a un problème, s'il y a un biais trop important, on a vraiment mis aussi en place un système pour identifier l'incident, identifier le problème, le résorber ou en tout cas et en amont le limiter pour qu'il soit acceptable et que finalement les bénéfices soient infiniment supérieurs au risque pris. Voilà donc aussi la logique hein, derrière toutes ces approches de conformité de l'IA. très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Je passe de slide pour que tu nous parles de ton retour d'expérience donc sur le e-commerce.
Ouais. Alors, ça, c'est dans un autre champ, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur une approche institutionnelle à destination des juridictions et sur lequel, bah, justement, il y a eu des auto-évaluations qui ont été faites, notamment par des juridictions suprêmes dans différents pays. Là, on est dans un autre cadre, un complet. On est dans un cadre d'organisation privée qui travaille dans le e-commerce, donc qui est quand même assez familiarisé, dont les salariés le sont aussi au numérique, mais qui développe pas forcément son propre modèle d'IA, qui peut développer quelques petits outils en interne pour automatiser, par exemple, la création de fiches produits ou pour mettre en place quelques outils d'automatisation pour le profiling des clients, mais qui est absolument pas dans une logique finalement de faire de l'IA de son cœur de métier. Donc on n'est pas chez un fournisseur, on est plutôt chez un déployeur et un utilisateur en fait hein, de l'IA. Donc dans ce contexte, il fallait finalement aussi bah, délimiter un petit peu le cadre d'utilisation de cette IA, sachant que cet acteur avait déjà un certain nombre de chartes dans différents domaines, RSE, des chartes éthiques, etc., mais n'avait pas de charte éthique IA. Donc il a fallu prendre en compte justement ces outils préalables et interagir avec bah, les acteurs au sein de l'organisation clés. Donc les acteurs clés dans ce domaine, c'est la direction juridique, le DPO, on a bien sûr la direction. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche interdisciplinaire de ces enjeux-là, avec des représentants métiers. Euh, alors ensuite, l'étape 2, hein, donc une fois qu'on a identifié les acteurs, on va réaliser un audit de l'existant et des risques. C'est ce qu'on retrouve hein, aussi dans d'autres approches de mise en conformité, ce qu'on va appeler la cartographie. On cartographie les usages et les risques. Donc, on va prendre en compte, comme je vous disais, les chartes éthiques généralistes. On va s'intéresser donc aux usages effectifs des salariés en fonction des différentes BU, leurs usages, leurs attentes, leurs craintes aussi par rapport à leur métier ou par rapport à leur relation avec leurs collègues ou leurs clients. Et on va justement faire une carto pour justement identifier ces risques, identifier les scénarios dans lesquels ça pourrait être problématique et commencer à anticiper à la fois les risques et quelques mesures d'atténuation qui pourraient être réfléchies à ce stade. Et parmi les risques, les principaux sont les suivants, hein, les droits fondamentaux, les risques RH, les métiers, la propriété intellectuelle. On a aussi ensuite les questions de données personnelles. Ouais, Ouais. Une fois qu'on a fait ça, Sacha, je pense qu'on peut dire que le point un peu clé, c'est ensuite de travailler de manière collaborative au sein des équipes, hein, donc avec des ateliers métiers et une co-construction en fait de la charte. Parce que l'important aussi dans ces chartes qui anticipent un peu le règlement IA et qui, dans une certaine mesure, déjà l'implémentent, hein, c'est aussi de rendre l'utilisation de l'IA et surtout la stratégie, la politique interne d'utilisation de l'IA lisible par tous et acceptée. C'est-à-dire qu'on est sur un débat où les salariés et les acteurs métiers sont pas du tout exclus du débat. Donc, c'est pas une approche top-down exclusive. On est sur quelque chose qui cherche une certaine horizontalité pour permettre quand même d'avoir, on va dire, des réponses qui correspondent aux usages et aux risques et aux craintes effectives, en fait, hein, aussi des salariés et éventuellement même des clients. Alors, bon, ça peut passer aussi par une implication des clients dans certains secteurs. Alors là, en l'occurrence, on n'avait pas mis de clients hein, dans la boucle, mais on avait vraiment des représentants de toutes les directions, des métiers. Il y avait le marketing, l'aspect RH aussi qui était très impliqué. L'ADJ, GPO, et ensuite, bah, justement, hein, ce qu'on retrouve aussi dans ça, c'est aussi le feu vert et les grandes lignes de la direction, hein, qui avait justement introduit toute la charte éthique avec une citation pour indiquer vraiment la ligne de force aussi, mais c'était avant tout quand même un processus collaboratif. Et donc, ce qui est important, c'est de définir aussi les garanties à ce niveau-là. Alors, une structure type hein, pour une charte éthique, hein, donc je l'ai intégrée là, hein, c'est par exemple, dans ce qu'on va retrouver, c'est l'alignement avec les valeurs de l'entreprise, le rappel des obligations légales en tant que déployeur, une garantie accordée aux clients, les garanties accordées aux salariés, vis-à-vis des prestataires aussi, les stratégies de résilience dans l'usage de l'IA.
C'est-à-dire que l'IA, si on n'a plus de salariés pour mettre en place finalement, pour garantir la préservation des savoir-faire métiers et que l'IA dysfonctionne, ou que l'IA n'évolue pas, puisqu'elle a besoin de s'entraîner quand même sur des savoir-faire qui sont ceux de personnes et qui sont souvent évolutifs, ça peut être aussi un risque. Donc, il faut avoir des stratégies aussi pour éviter que l'IA tourne en rond et éviter qu'on soit complètement démuni si l'IA dysfonctionne ou que le modèle économique qui est proposé par l'éditeur d'IA, par le déployeur, est trop décalé. Si on passe d'un modèle gratuit, par exemple, sur ChatGPT à un modèle à 1000 euros par mois, peut-être que ce sera plus accessible pour toutes les structures. Et dans un cas comme celui-là, il faut aussi reprendre en main finalement son savoir-faire. Ensuite, les comportements à adopter dans l'usage de différents types d'IA, les mesures correctives prioritaires et bien sûr le calendrier d'opérationnalisation qui est un élément aussi assez essentiel pour se fixer des étapes rigoureusement, mais sans se dire que ça doit être immédiatement finalement conforme une fois que la charte est déployée, hein. Souvent, ça nécessite des réajustements opérationnels, hein. Voilà. Donc, et ces chartes, elles sont évolutives aussi, hein. Elles doivent être mises à jour parce que la technique évolue et aussi, voilà, dès lors que le règlement IA sera pleinement opérationnel, il faudra certainement aussi peut-être faire quelques réajustements dans certains cas. Voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup Mathieu pour ces éléments d'approche et de méthodo. Voilà, nous de notre côté, effectivement, avec également avec dans le cadre de notre partenariat, voilà, là vous voyez pas le détail en fait du travail, mais effectivement, on vous a mis de manière assez généraliste notre démarche. Donc, ça passe par le recensement des cas d'usage. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, effectivement, pour des très, très grosses structures, on ne peut pas recenser tous les cas d'usage parce qu'on les retrouverait à tous les niveaux. Donc, il y a un travail évidemment de qualification, de sélection, de priorisation avant d'entamer un audit. Sur l'existant, sur quelle cible veut atteindre en fait l'organisation, quelles sont ses, ses, ses ambitions en termes d'éthique. Mathieu a parlé des chartes éthiques, des déontologies, d'aligner en fait ces processus cibles avec les valeurs internes de l'entreprise. Et on a également tout ce qui est la démarche de mise en conformité. Et dans le cadre voilà, de notre mission de conseil, chez Axis, voilà, ça fait 35 ans qu'on fait ça, on a cette démarche de gap analysis et qui nous permet en fait de savoir en fait quel est l'effort à fournir en fait pour arriver vers cette mise en conformité sur ces différents points, ces différents critères qui sont identifiés en amont. Voilà. Donc, une des approches, évidemment, c'est encore une fois ici, ça reste assez général et c'est quelque chose qu'on adapte au gré des missions et au gré des clients. Mais une approche pourrait être celle-là, une approche généraliste. Donc, en ordonnée, vous auriez donc le type de risque au regard de la réglementation. Donc là, on prend vraiment stricto sensu la réglementation, hein. Vous notez que pour simplifier, on n'a pas pris de RGPD, de Fundamental Rights, etc., ou même d'autres critères, hein. On pourrait imaginer d'autres critères, par exemple sur la santé des salariés. Il y a beaucoup d'autres points éthiques qui seraient à définir en amont, dans la phase amont. Mais voilà, on aurait donc en ordonnée donc les quatre catégories de risques de la réglementation et l'enjeu stratégique du cas d'usage, du process identifié en abscisse. Et donc, ça permettrait de prioriser en fait les cas d'usage et de voir lesquels sont les plus critiques, sachant que on a comme parti pris de dire que le cas d'usage qui est en production est un cas d'usage prioritaire pour des raisons de bon sens, puisque il faut pouvoir le traiter assez rapidement étant donné qu'il est en cours. Voilà, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour.
Ensuite, voilà, on vous a mis, voilà, Axis est certifié Calliope, donc on fait régulièrement des formations pour impliquer tous les employés, hein, enfin toute l'organisation, hein, comme le disait d'ailleurs Mathieu dans sa méthodologie également, on est aligné à ce niveau-là. On est intervenu à l'ESSEC, voilà, donc on est dans cette phase actuellement, les acteurs sont en train de s'intéresser de très près à ça, et c'est effectivement le bon moment pour le faire. Euh, voilà, c'est important d'embarquer dans ces discussions tout ce qui est toutes les instances de direction, un COMEX, etc., pour avoir, je dirais, les messages les plus clairs et un embarquement franc de l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Est-ce que Mathieu, tu avais quelque chose à rajouter avant le question-réponse ou est-ce qu'on a Je fait le tiens tour? d'abord à te remercier et à dire que effectivement aussi un des intérêts de notre discussion là, c'est d'avoir aussi des approches qui sont complémentaires, avec à la fois l'approche vraiment de restructuration organisationnelle qui est celle d'Axis, hein, avec ce savoir-faire tout à fait particulier d'agences de sociétés de conseil et l'approche de cabinet d'avocats. Donc ça permet d'avoir deux prismes d'analyse complémentaires et c'est pas si fréquent finalement aussi sur ce type de questions. Donc, je trouve ça toujours agréable de travailler avec votre structure sur ce type de projet. Voilà. Bah écoute, bah, c'est réciproque. Bah, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire et merci de tes apports réguliers sur ton expertise, que ce soit en IA ou IA Act ou sur d'autres sujets légaux dont on a besoin au jour le jour dans le cadre de notre mission. Voilà, bah écoutez, bah je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je passe tout de suite aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à alimenter le chat ou la rubrique questions-réponses s'il y avait des interrogations que vous étiez venus. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on peut peut-être clôturer le. Bah écoutez, bah dans ce cas-là, merci à tous. Merci Mathieu, et puis à très bientôt et très très bonne transition vers l'IA éthique et conforme à tous alors. Au revoir. Au revoir.